16-9, les tricolores l'emportent sans problème face aux Gallois dans le premier match du tournoi des 5 nations. Les 10 otages de Médecins sans frontières remis aux autorités françaises, ils doivent rentrer cette nuit à Paris. 42 dissidents libérés par Gorbatchev, c'est sans précédent en Union soviétique. Dans ce journal, la réaction d'Andreï Sakharov. Ce samedi 7 février, encore un jour de détention pour les otages français au Liban. Marcel Fontaine, Marcel Carton, Jean-Paul Kaufmann et Jean-Louis Normandin n'ont toujours pas été libérés. Madame, Monsieur, bonsoir. Le tournoi des 5 nations commence sur les chapeaux de roue pour les Français, 16-9 face aux Gallois. Vous avez pu le vivre en direct sur Antenne 2 cet après-midi. Une victoire qui augure bien de l'avenir à 3 mois de la Coupe du Monde. La rencontre de cet après-midi, 3 actes pour un succès. Scénario Alain Vernon. Premier acte, la botte de l'arrière gallois Paul Turnburn est magique. Regardez bien le ballon, il touche la barre, la pénalité est réussie. D'ailleurs, les coups de pied de Turnburn sont douloureux pour l'équipe de France qui est menée à la mi-temps 9-3. Turnburn, le spécialiste de la pénalité, il marque 11 points en moyenne par match. Jacques Fouroux commence à craquer. Heureusement pour les tricolores et malheureusement pour lui et pour le sport, Turnburn quitte le terrain, blessé à l'épaule. Deuxième acte, l'équipe de France se réveille. Juste avant la mi-temps, c'est Bonneval lancé par Blanco qui échoue à 2 mètres de l'embut gallois. On a eu un petit peu plus de ballon, propre. On a essayé d'emballer un peu le match. Cette fois, le match est bien parti. Le jeu à la main des Français touche au but et c'est de Franck Ménel dès la reprise. Troisième acte. Les Blancs jouent et gagnent. Sans doute le plus bel essai des deux marqué par les Français. Blanco fixe bien la défense galloise et sert Bonneval. Là encore, regardez bien, on croit que l'essai n'est pas valable. Mais Bonneval finalement ne rampe pas, il garde bien le ballon pour mieux se retourner et aplatir. Et c'est valable. Enfin, pour le panache, l'essai manqué de Béraud. Belle course, mais attention au ballon glissant. Voilà, j'ajoute que l'Irlande a de son côté battu l'Angleterre 17-0. Les Anglais que rencontreront donc les Français dans 15 jours, ce sera à Twickenham. Quelque chose bouge véritablement en Union soviétique. Une quarantaine de dissidents, on évoque le chiffre de 42, vont être libérés. C'est sans précédent, Georges Bortoli, et apparemment les époux Sakharov n'y sont pas tout à fait étrangers. En tout cas, j'ai eu il y a 1 heure Andreï Sakharov au téléphone et il m'a dit que 42 personnes avaient déjà pour l'instant bénéficié de cette mesure. Mais comme vous allez l'entendre, quand nous allons vous donner un extrait de cette conversation, Andreï Sakharov espère qu'il va y en avoir d'autres. Мы ожидаем, что это только начало, что в ближайшее время будут новые освобождения. Мы надеемся и желаем, чтобы были освобождены все узники совести. Это необыкновенно важно. Общее число узников совести известно по фамилии около 700 человек. Но кроме известных по фамилии, есть ряд людей, которых конкретно нам неизвестно. Но, значит, цифра 700 должна быть увеличена. Насколько мы не знаем. Voilà, alors, donc, pour résumer ce qu'a dit Sakharov, il y aurait 1400 prisonniers politiques environ, hein, on ne sait pas, au total. Et sur ce nombre, il y en a 42 libérés ce soir, soit 3%, mais... Vous l'avez entendu, Sakharov, on espère d'autres. 42, c'est quand même beaucoup, c'est exceptionnel. C'est la marque Gorbatchev? Oui, il faut dire qu'une libération de cette importance, il n'y avait pas eu depuis les années 1953-1956. C'est donc quelque chose de considérable qui arrive dans un contexte, et pour des raisons internationales évidentes, c'est que Moscou s'efforce de réunir une grande conférence internationale sur les droits de l'homme à Moscou même, et Moscou sait très bien que les Occidentaux n'y viendront pas si les Soviétiques ne font pas un petit geste dans le domaine des droits de l'homme. Et puis il y a aussi la politique intérieure. Vous savez que M. Gorbatchev est en train de, de secouer sa classe politique pour obtenir d'elle des changements dans son comportement, dans tous les domaines, hein, en politique, en économie, en gestion, etc. Ça ne serait pas crédible s'il n'y avait pas aussi un petit changement dans le domaine des droits de l'homme. Mais attention, M. Gorbatchev n'a jamais parlé de liberté d'opinion. La règle reste un parti.
une seule ligne dirigeante, la contestation n'est toujours pas permise. Et puis dans cette affaire, il y a le rôle très particulier joué par Andrei Sakharov et son épouse. Bon, on peut dire que Sakharov est maintenant devenu un peu la bonne conscience du régime, car lui a depuis 1 mois et demi droit à la contestation limitée, il n'en abuse pas, disons qu'implicitement il apporte son soutien à M. Gorbatchev sur le thème « oui, il n'en fait pas encore assez, mais peut-être qu'il va en faire davantage ». Donc on peut dire qu'actuellement, M. Sakharov est l'allié objectif de M. Gorbatchev. Merci Georges pour ces précisions. Les 10 otages français de Médecins sans frontières ont été remis tout à l'heure aux autorités françaises. Cela s'est passé en Éthiopie où ils étaient détenus par des rebelles somaliens. Ils doivent rentrer dans la nuit à Paris où ils seront accueillis par le Premier ministre Jacques Chirac. Mais la correspondante de Radio France Internationale en Éthiopie a pu les rencontrer dès cet après-midi. Voici son témoignage au téléphone. C'est dans un des salons du Guillaume Hotel, en plein centre de Addis Abeba, qu'a eu lieu ce que l'on peut appeler le cérémonial de départ. Les 10 jeunes Français de Médecins sans frontières sont là, enfin, sous nos yeux. Leurs vêtements sont un peu chiffonnés, c'est normal. Entre l'avion de Diredawa qui les a posés à Addis Abeba en début d'après-midi et celui qui les ramènera ce soir à Paris, ils n'ont guère eu le temps de souffler. Chacun d'eux écoute en silence la tirade du porte-parole éthiopien. Assis à la droite de celui-ci, l'ambassadeur de France, José Paoli. À sa gauche, le conseiller diplomatique Fernand Vibo. Selon le responsable éthiopien, les otages ont été détenus en Somalie. Les 10 jeunes Français écoutent toujours, souriant poliment. Eux-mêmes n'auront guère le loisir de parler. On n'a jamais souffert de la faim ni du froid, disent-ils simplement. Avant de s'engouffrer dans les voitures qui les emmènent vers l'aéroport, l'un d'eux me lance un dernier mot. Dites-leur seulement qu'on va bien, dites-leur seulement on arrive. Les rendez-vous politiques du week-end en 2 temps et 2 partis. Le Parti socialiste d'abord qui réunissait aujourd'hui son comité directeur à l'ordre du jour. La préparation ou du moins la réflexion sur les présidentielles. Objectif recherché, faire l'unité entre les différents courants. Des travaux suivis par Dominique Lory. Contrairement aux apparences, le Parti socialiste n'organise pas un banquet républicain mais se prépare à une nuit difficile. Et le gigot, accompagné de Beaujolais, ne seront pas trop pour tenir jusqu'à l'aube. Ils sont 29 représentant tous les courants du PS à la commission des résolutions, 29 chargés de trouver un compromis permettant d'élaborer une synthèse, c'est-à-dire un texte unitaire qui serait la ligne directrice du congrès d'avril. Si le débat de ce matin a permis de lever quelques ambiguïtés, le différend Jospin-Rocard, ce n'est pas nouveau, reste le principal obstacle à la synthèse. Dans sa motion, le premier secrétaire du PS avait appelé à la candidature de François Mitterrand pour 88, formule inacceptable pour les rocardiens. Ce congrès a été défini par le premier secrétaire Lionel Jospin lui-même comme un congrès d'orientation et non pas comme un congrès de désignation en vue des présidentielles de 88. Nous tenons au respect de cet engagement. À la fermeté de l'équipe de Michel Rocard, Lionel Jospin fait preuve, du moins devant nos caméras, d'une grande modération. Il semble disposé à donner à Michel Rocard les apaisements qu'il souhaite, mais écoutez bien, tout est dans la nuance. Tout le monde sait qu'il y a un point de blocage, c'est l'appel à la candidature de François Mitterrand. Non, on sait très bien que ce point n'existe pas, qu'il était pour le stade des contributions et qu'il n'est pas pour le stade des motions. Vous l'avez gommé. Mais je sais bien que nous aurons envie de dire ensemble l'estime que nous portons au président de la République et le souhait qu'il soit à même de poursuivre sa mission. Bref, les 2 camps vont cette nuit décortiquer les textes à la virgule près, et si l'esprit de synthèse finit par l'emporter, reste à savoir si c'est une synthèse par nécessité ou au contraire un réel texte unitaire qui éviterait aux socialistes d'aller au congrès de Lille en ordre dispersé. L'autre rendez-vous nous emmène du côté du RPR qui tenait tout à l'heure son comité central, thème de réflexion. Comment sortir de la grisaille qu'illustrent les tout derniers sondages? Commentaire de Rachid Arab. Ne vous laissez pas aller à la morosité ou au masochisme. C'est en substance ce que Jacques Chirac a dit aujourd'hui devant le comité central de son parti. Réunion à huis clos à un moment charnière pour le RPR. Le RPR qui est à mi-chemin entre son arrivée au gouvernement en mars 86 et l'élection présidentielle de 88. Le parti de Jacques Chirac sort de ce qu'il appelle lui-même une zone de turbulence pendant laquelle les militants ont visiblement perdu un peu la foi.
Il s'agissait donc aujourd'hui de regonfler le moral des troupes sans pour autant changer de ligne politique. Sur ce point, le Premier ministre a été clair, il faut continuer l'œuvre de redressement national. L'heure n'est plus aux états d'âme ni aux vagues à l'âme. Je n'ai senti aucun vague à l'âme dans ce comité central, bien au contraire. Tous ceux qui ont pris la parole ont dit allons-y, allons de l'avant, expliquons, et surtout expliquons que, selon d'ailleurs notre ligne et notre conception gaulliste, ce qui compte, c'est les intérêts supérieurs du pays. C'est pas les intérêts catégoriels, c'est pas les préoccupations électorales. Seule promesse du jour, ça n'est pas avant octobre prochain que le RPR désignera son candidat au présidentiel. D'ici là, Jacques Chirac entend agir avant tout comme Premier ministre. Le chef du RPR ne veut pas s'engager trop tôt dans la bataille pour l'Élysée. Le ministre de la fonction publique Hervé de Charette en désaccord avec la proposition de service minimum dans la fonction publique. Vous savez que c'est une idée de Jean-Pierre Fourcade. Pour le ministre, ce n'est pas une bonne réponse à la continuité du service public. La France redéploie son dispositif militaire au Tchad. Il s'agit de pouvoir éventuellement assister les troupes tchadiennes engagées au nord du 16e parallèle. Un renforcement en tout cas qui se produit alors que l'on s'attend à une nouvelle offensive de Kadhafi contre la ville de Fada. Philippe Lefebvre. C'est vers le nord et l'est, mais toujours en deçà du 16e parallèle que le dispositif épervier a été redéployé et renforcé. Plusieurs centaines de parachutistes du matériel lourd seraient arrivés à N'Djamena dans les dernières 48 heures. But de l'opération, verrouiller le sud tchadien, alors qu'une contre-offensive libyenne de grande envergure est attendue au nord après les incursions réussies des troupes d'Abré. Officiellement à Paris, on indique au ministère de la Défense que le dispositif aérien et défensif français ne change pas de nature, même si on semble lui adjoindre un appui terrestre, notamment à Abéché. On ajoute que cette activité des troupes françaises se veut un signal politique de Paris vers Tripoli sur le thème « Regardez notre détermination ». Tous les rapports d'écoute confirment en effet les bruits de bottes libyens au nord et le colonel Kadhafi vient d'enjoindre la France à quitter le Tchad sur la pointe des pieds sous peine de s'enfoncer. Gesticulations donc de part et d'autre qui n'empêchent pourtant pas la semaine prochaine à Paris une tentative de médiation du président congolais Sassou Nguesso et une rencontre dans le cadre diplomatique normal entre le secrétaire général du Quai d'Orsay et l'ambassadeur libyen. Rencontre sans grand espoir. Au Liban, 3 éléments nouveaux. D'abord, le djihad islamique qui affirme que Terry Waite est en bonne santé. Le leader chiite Amal prétend de son côté d'Amal, M. Berry, prétend de son côté croire une libération prochaine de l'émissaire anglais. Mais il y a aussi les menaces sur les otages occidentaux. L'organisation de la justice révolutionnaire, l'OJR, indique ainsi que le déploiement de la 6e flotte en Méditerranée est le meilleur moyen pour tuer ces otages. Et puis à propos de la France, les ravisseurs de notre ami Jean-Louis Normandin rappellent à mot couvert que Paris risque de perdre les fruits de sa politique s'il livre des armes à l'Irak. Cela dit, à Beyrouth, la guerre des camps se poursuit. Voici 131 jours qu'est assiégé le camp de Bourges-Brajné. La situation y est proprement monstrueuse et la France demande une trêve pour permettre de ravitailler la population civile. Jean-Marc Ilouz. Dans ce camion criblé d'éclats, 4 morts. Ceux qui, au péril de leur vie, ont tenté de franchir un barrage chiite pour ravitailler leurs frères palestiniens, affamés par 73 jours de blocus alimentaire. Pas question, bien sûr, d'aller filmer à l'intérieur de ce camp de la banlieue de Beyrouth, où depuis 131 jours, 20 000 Palestiniens environ sont assiégés par les miliciens chiites. Ceux qui ont pu s'évader affirment qu'on a mangé depuis longtemps les derniers chiens. Les autorités du camp demandent aux chefs religieux musulmans de les autoriser pour survivre à manger la chair des combattants qui sont tombés. Ni les médiations arabes, ni les appels à l'Iran n'ont pu permettre de desserrer l'étau. Ce soir, M. Arafat s'adresse au numéro 1 soviétique. Il dénonce, je cite, la quadruple agression, celle de l'aviation israélienne, des milices chiites et des artilleries syriennes et libanaises. Et à quelques kilomètres de là, dans cet autre camp palestinien, celui-là non assiégé, encore des femmes, des mères et des sœurs qui attendent. Oui, il faut aussi savoir que la marine israélienne a raisonné hier un navire transportant une 50aine de Palestiniens sans armes. Pour Jérusalem, ce sont tous des combattants de l'OLP de Yasser Arafat. En Corée du Sud, des milliers de personnes dans les rues de Séoul, à la mémoire d'un étudiant mort sous la torture dans les locaux de la police, des heurts extrêmement violents entre manifestants et policiers. Patrice Vollet.
20 000 manifestants dans les rues de Séoul contre le pouvoir du président Chun Do-hwan. Des slogans hostiles au régime meurtrier, à la dictature et à l'impérialisme américain. En tête de la manifestation, un portrait, celui d'un jeune homme de 21 ans. Il est mort le mois dernier à la suite d'un interrogatoire transformé en séance de torture. Cet après-midi, 30 000 policiers quadrillaient Séoul pour interdire une cérémonie religieuse en sa mémoire. Les plus violents incidents depuis 6 ans dans la capitale, une police anti-émeute complètement débordée. 200 arrestations au cours de ces affrontements. Un mécontentement qui concerne toutes les classes de la population. Le ralentissement économique depuis 1984, la démocratie qui tarde à s'installer malgré les promesses du pouvoir, un terrain favorable pour l'opposition. Soutenue par l'Église, elle s'exprime de plus en plus ouvertement dans les rues de Séoul. Aux Philippines, les résultats définitifs du référendum constitutionnel, 76,29% de oui. On peut donc parler de plébiscite au profit de la présidente Cory Aquino, au moment même où la rébellion communiste annonce qu'elle ne prolongera pas le cessez-le-feu qui arrive à expiration demain à midi. La France, avec la bataille autour des prix, un dossier de circonstance en un samedi généralement consacré aux courses de la semaine. Les prix ou comment les surveiller, c'est le souci quotidien des consommateurs dès lors que le principe est celui de la liberté de ces mêmes prix. Il y a quelques jours, ici même, M. Balladur disait en gros aux consommateurs, vous devez comparer et acheter au meilleur prix. Une évidence peut-être moins évidente qu'il y paraît lorsqu'il s'agit de la pratiquer au jour le jour. C'est pourtant ce que tentent de faire les associations de consommateurs liées à l'UFC dans la région d'Orléans. Mais vous allez le voir avec ce reportage d'Ève Mettet et de Jean-Marie Lecartier, ce n'est pas toujours chose facile. Bon, taille fine, fromage blanc maigre en 8 fois 100 grammes. Il est là. Alors 8 fois 100, 10,55. 10,55. 2 hommes pour une enquête. Lieu d'investigation, les rayons de supermarché. Objet, le fromage blanc ou bien les détergents pour les sols. Signe particulier, bénévole au service d'une association de consommateurs. C'est rendre service au public et aux consommateurs en général. Il faut bien que quelqu'un se dévoue. Non seulement je pense que c'est efficace, mais en plus je pense que ça va devenir de plus en plus nécessaire, notamment avec la liberté des prix qui vient d'être instaurée. Et à mon avis, c'est une bonne garantie pour le consommateur, surtout face à des attitudes comme certaines grandes surfaces qui font leurs propres études comparatives, mais que je ne crois pas crédibles. Depuis la libération des prix, l'UFC d'Orléans a ajouté à ses relevés dans les grandes surfaces un relevé chez les petits commerçants. La brochine sur cheveux courts, bon ben, 55,90. Une coupe... Une initiative que ceux-ci accueillent avec plus ou moins de bonne humeur. Vous avez été choisi parce que vous êtes sur la route. On a des prix assez raisonnables. Oui, et c'est bien marqué, voilà. Mais oui, madame, bien sûr. Des milliers de références à relever chez des centaines de commerçants, un travail de fourmi pour une poignée de moins de 10 militants. Mais le but, c'est bien sûr de diffuser les résultats de l'enquête. Informer les Orléanais des prix pratiqués par tel commerçant nommément cité, c'est la seule façon de faire jouer la concurrence. Les résultats, triés par ordinateur, un matériel prêté par un militant, sont publiés dans la revue de l'association Consommation, 1500 exemplaires. Mais il faut informer plus encore. Vous nous amenez aussi ce midi les résultats d'une nouvelle enquête relevée de prix dans les grandes surfaces de l'agglomération. Le président de l'association, Jean-Claude Bourquin, est souvent l'invité des radios locales, comme ici, Radio France Orléans. Il réunit aussi la presse écrite régionale. L'UFC d'Orléans rêve de plus encore, c'est d'informer les Orléanais par Minitel. Seulement voilà, un serveur télématique, ça coûte 150 000 francs. Il est clair que le financement au niveau local d'une information télématique nous est actuellement très difficile. Mais c'est vrai que c'est un des moyens que nous envisageons. Et nous allons solliciter le ministère pour cette affaire parce que nous pensons ainsi faire jouer la concurrence et rendre un service au public. Il y aurait une contrepartie. Une subvention pour informer par télématique, la police des prix, l'UFC veut bien la faire, mais pour les moyens, elle renvoie la balle dans le camp de l'administration.
Le cinéma maintenant avec un bien joli film d'Éric Rohmer, 4 aventures de Rainette et Mirabel, 4 jolies fables sur le thème de la fille des villes et de la fille des champs. Une idée née d'une rencontre, celle du réalisateur qui a écrit et filmé l'histoire avec l'une des comédiennes qui lui a raconté sa propre histoire. Elle s'appelle Joëlle Miquel, elle est Rainette dans le film et Nicole Cornu-Langlois lui a demandé de lui raconter sa première rencontre avec Rohmer. Et ma chance a été de lui raconter L'heure bleue. Je ne savais pas du tout qu'il venait de faire Le rayon vert et puis je lui ai raconté L'heure bleue. Je dis, pour moi L'heure bleue c'est important, c'est un petit miracle, il faut absolument aller voir ça. Puis il m'a dit, attends, je branche mon magnétophone et puis je vais faire un film sur toi. Alors au départ, je ne l'ai pas cru. Et voilà comment L'heure bleue est devenue la première des 4 aventures de Rainette, la fille des champs, et Mirabel, la fille des villes, avec chacune leur morale d'existence. 4 histoires de Joël devenues une fiction documentaire de Rohmer. Si tu veux, mais ça tient pas dans les vases. Bon, ça pleuvoir sérieusement là. T'as une capuce? Non, mais j'aime bien la pluie. C'est bon pour les cheveux. Joël est comédienne, mais aussi peintre. Qu'est-ce que tu vas faire là? L'année prochaine, je prépare les beaux-arts. Parce qu'en dessin, je sais quand c'est faux, mais je sais pas pourquoi c'est faux. Alors, j'ai l'impression qu'avec de la technique, ça m'aiderait, quoi. Là, je veux bien faire une concession pour l'école, mais sinon, vraiment, oh non. Pas possible, ça. Ouais, c'est vrai qu'il faut un peu de technique. Et ce sont les œuvres originales de Joël qui sont le prétexte à des scènes savoureuses. Alors là, les quelques millimètres de plus, ils y sont carrément. J'aime bien, je trouve que c'est la partie de la femme la plus jolie. C'est pour ça que je la mets souvent au centre. J'aime bien. Tout rond comme ça, c'est beau. Très surréaliste, hein, ce que tu fais là. Oh, oui, c'est très sur... En fait, je suis étonnée parce que d'un seul coup, le film sort et tout, et... Je sais pas, j'ai pas eu l'impression de faire du cinéma comme on se l'imagine dans les rêves d'enfants. On se dit, oh, le cinéma. Premièrement, il y avait que 5 personnes, ce qui fait très peu. Il n'y a pas toute une équipe de tournage très lourde et tout. Et puis il me disait, bon allez, vas-y, raconte-moi, tiens, raconte-moi L'heure bleue. Ou raconte-moi, tiens, l'histoire du dentiste, l'histoire du chauffeur de taxi. Puis je lui racontais. Et je me suis aperçue de rien. Par contre, ça a été très... Enfin, 6 mois après, quand j'ai vu le film, je me suis dit, j'avais tellement l'impression d'être Rainette. Finalement, je suis pas Rainette. Ça, c'est troublant. L'heure bleue, j'ai un conte d'Andersen et qui dit que les fleurs, la nuit, vont au bal. Et elles rentrent à l'heure bleue. Et alors moi, j'allais à l'heure bleue pour voir les fleurs rentrer du bal, mais je les ai jamais vues. Un souhait que Joël garde sa poésie et sa verve. Voilà, Rainette et Mirabel d'Éric Rohmer. De nouveau le sport, maintenant avec le ski et avec les Suissesses qui ramassent décidément tout. Aujourd'hui, c'est Erika Hess qui parachève en quelque sorte le triomphe de la Suisse avec une 2e médaille d'or au championnat du monde de Crans-Montana. Alain Vernon. Une chute plus une chute plus une chute, le slalom spécial des championnats du monde de Crans-Montana fait des dégâts. La pente est difficile, la neige est fraîche, seules les concurrentes les plus sûres ont une chance de podium. À commencer par la Suissesse Erika Hess. Elle passe les 55 portes du spécial sans faire une seule faute. Très concentrée, Erika Hess accuse pourtant un retard d'1 seconde 33 centièmes sur l'Autrichienne Steiner après la première manche. Alors, Erika Hess prend tous les risques dans la 2e manche. Pour moi, il y avait qu'une chose à faire, c'était attaquer à fond. Roswitha Steiner, elle, joue la sécurité. Pas de faute, mais pas de risque non plus. Steiner perd finalement toute son avance. Et à l'arrivée, c'est Erika Hess qui saute de joie. C'est un peu l'histoire du lièvre et de la tortue. Erika Hess est championne du monde. La Suisse décroche sa 8e médaille d'or. En patinage artistique, encore un titre de championne d'Europe pour l'Allemande de l'Est, la fameuse Katharina Witt. C'est la 5e fois consécutive qu'elle remporte ce titre. Toujours somptueuse, vous la voyez, elle devance les soviétiques Ivanova et Kondrachova. La française Agnès Gosselin a pris la 10e place. Katharina Witt, la voici donc dans son exhibition d'aujourd'hui.
qui est donc ce soir championne d'Europe. Les tiercés du week-end, résultat et rapport de celui qui se courait aujourd'hui à Vincennes, 9,15,5, rapport dans l'ordre pour 5 francs, 6135 francs, et puis rapport dans un ordre différent, mais toujours pour 5 francs, 1227 francs. Et demain, on est toujours abonné à Vincennes. Et au tiercé, mais plus que le tiercé, l'événement de demain après-midi à Vincennes, eh bien, ça sera le prix de France, qui est la revanche du prix d'Amérique, avec la présence d'Ourasi, la star cheval, qui une fois de plus va soulever l'enthousiasme des foules et ridiculiser ses adversaires. Il va donc encore gagner, c'est sûr. Certainement. Et pourtant, Grades Singing, qui avait terminé deuxième de ce prix d'Amérique, eh bien, elle relève le défi. Alors, je vous le dis, ça va être un événement, un véritable match au sommet, une course superbe. D'un côté, vous allez avoir dans ce match Ourasi, puissant et calme, qui a 16 victoires consécutives à son actif et 1 milliard de centimes de gains en totalité. Ourasi qui n'a jamais perdu. Qui n'a jamais perdu. Et puis d'un autre côté, Grades Singing, la trotteuse américaine légère et très nerveuse, qui elle totalise 23 victoires à son actif et 1 million de dollars de gains dans toute sa carrière. Superbe. Et puis deux hommes avec Jean-René Goujon et Jean-Pierre Dubois qui vont se livrer bataille. Je vous le dis, ça va être un spectacle extraordinaire. Malheureusement, ça ne sera pas le tiercé, il n'y a pas suffisamment de partants. Alors je vais vous parler tout de même un petit peu du tiercé. Et le tiercé, lui, va se courir dans le prix de Nevers parce qu'il y avait 15 trotteurs qui s'aligneront au départ des 2650 mètres. Ce sont de très bons chevaux. C'est tout de même un très bon lot composé de trotteurs âgés de 5 et 6 ans. Alors parmi eux, eh bien, voici maintenant la sélection que je vous propose de jouer dans le pronostic qui suit. Avec en tête Quiton du Corral qui portera le numéro 13, celui de Kerdova le numéro 15, Panchester le numéro 11, Péricole le 5, Petit Manou le numéro 14, Pelia le 7, Picarella le 12, Pernadour GD le numéro 10. Alors notez bien leur numéro, 13, 15, 11, 5, 14, 7, 12 et 10. Voilà, c'est noté. Merci Pierrette. On verra demain si vous aviez raison. Passons à la météo maintenant avec vous, Laurent, une météo velours pour dimanche. Absolument, la valeur en hausse. Demain, ce sera la douceur. Non seulement les gelées ne seront plus sur notre sol, mais de plus, les températures minimales de cette nuit et maximales de demain seront nettement au-dessus des normales saisonnières. C'est normal parce que c'est de l'air doux qui arrive sur notre sol. Regardez l'image satellite prise cet après-midi par Météosat. Il y a une dépression juste au large de l'Irlande et puis il y a un anticyclone sur l'Espagne. Cette dépression amène une perturbation qui va traverser demain toute la moitié nord du pays. C'est une perturbation d'air doux, c'est un front chaud. Alors on regarde la carte du temps prévu pour demain, vous allez voir, il y a encore des nuages sur toute la moitié, sur toutes les régions du nord, Bretagne, Normandie, Picardie, Nord-Pas-de-Calais, Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace, la région parisienne, l'Île-de-France et un petit peu le nord de la Bourgogne, ciel couvert avec de la pluie. Ailleurs du brouillard le matin, des brouillards qui persisteront toute la journée dans le nord-est, des brouillards mais quelques éclaircies dans la journée. Enfin, sur la Méditerranée, sur le Languedoc-Roussillon, la Provence, la Côte d'Azur, le sud des Alpes et la Corse, du ciel ensoleillé avec même beaucoup de soleil sur la Côte d'Azur. On passe maintenant aux températures. Je vous disais, elles sont douces ces températures. Elles sont très douces, 7-8 degrés dans le nord-est, 10 degrés à Paris, 12 degrés dans le nord-ouest, 12 degrés à Rennes, 12 degrés à Brest. Elles sont douces également dans le centre puisque la température minimale ce sera 7 degrés à Lyon et à Grenoble, 9 à Clermont-Ferrand, 10 à Limoges, 11, 13 degrés sur l'Aquitaine, 14 degrés à Biarritz, 15 degrés à Perpignan et 15 degrés à Ajaccio qui sont donc les villes les plus douces. Ce sont des températures de saison. Ce sont des températures un petit peu supérieures à la saison. Normalement on devrait avoir 7-8 degrés. On était à moins 6 il y a encore pas très longtemps. 15 jours. 15 jours. Donc ce sont des températures qui sont légèrement supérieures au normal, de 3-4 degrés. Elles sont vraiment supérieures surtout dans le nord-est. On devrait avoir 0 degrés dans le nord-est, on a 7, on a 8, donc c'est très doux. On termine avec notre agenda. Demain, dimanche 8 février, le soleil se lèvera à 8h13, se couchera à 17h57, 2 minutes de soleil en plus pour ceux qui sur la Côte d'Azur auront la chance de le voir. On l'a vu à Paris aujourd'hui. On l'a vu à Paris un petit peu aujourd'hui. Et demain, nous fêterons les Jacqueline, très joli prénom également. Voilà, le dernier journal, ce sera avec Philippe Arroir aux environs de minuit. Il reviendra sur l'arrivée donc des 10 médecins sans frontières qui ont été libérés aujourd'hui en Éthiopie. Bonsoir, à demain 20h.